Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce plateau délocalisé One Forest Summit. Le bassin du Congo est à l'honneur à ce grand rendez-vous sur les forêts puisqu'il est devenu le premier poumon écologique de la planète. Et est-ce que vous le savez, il regorge en lui-même, en lui seul, 10% de la biodiversité mondiale et il absorbe à lui seul 1,5 milliard de tonnes de carbone par an. Pour en parler, je reçois une invitée d'honneur qui a fait d'ailleurs l'honneur de venir accepter l'invitation de Gabon 24, Madame le ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo de la République du Congo. Vous êtes par ailleurs coordinatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo. Arlette Soudan Nono, bienvenue dans ce plateau délocalisé. Tout simplement, merci. Et peut-être pour commencer, il se dit dans l'opinion que c'est un sommet de trop, un sommet de plus. Peut-être revenir sur les enjeux de ce sommet de Libreville. Oh, je ne sais pas quelle est cette opinion qui dit des choses comme ça. Vous savez, nous sommes dans l'urgence climatique. Il n'y a pas de sommet de trop. C'est une initiative qu'il faut saluer entre le partenariat entre la France et le Gabon, qui nous permettent réellement de nous dire les choses dans la zone africaine. N'oubliez pas que nous, pays du bassin du Congo, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, nous avons été les parents pauvres des financements verts en matière de climat, de biodiversité et d'environnement. Et donc, on ne peut pas parler en termes de sommet de trop. Plutôt, c'est un sommet qui permet également une meilleure... qui met le projecteur sur qui nous sommes. Parce qu'on ne dit pas qui nous sommes. Le bassin du Congo, c'est forêt, vous l'avez rappelé. Oui, mais ces forêts séquestrent 1,5 milliard de tonnes de CO2. Mais ces forêts ont ce qu'on appelle également des écosystèmes particuliers qui sont les tourbières. Les tourbières que vous retrouvez entre la République démocratique du Congo et mon pays, le Congo, sur une superficie de 165 500 km² et qui, à elles seules, sont des écosystèmes qui stockent pas moins de 31 milliards de tonnes de CO2. Et c'est l'équivalent de 3 à 4 années d'émissions de gaz à effet de serre. Énorme. Et le bassin du Congo également, c'est 10% de la biodiversité mondiale. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous devenons le premier poumon, le rempart de l'humanité. Mais vous l'avez souligné également, nous avons une commission climatique du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est 15 pays. 15 pays qui sont unis, qui parlent d'une seule voix. Et donc, c'est normal que nous venons nous inscrire dans la dynamique aujourd'hui offerte par la France au travers du One Forest Summit, qui indexe et qui met en lumière ce bassin qui n'émet au sein de l'Afrique, nous sommes les 55 États africains aujourd'hui, nous n'émettons que à hauteur de 4%. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de sommet de trop. Il nous faut une coalition forte. Et nous, le bassin du Congo, nous sommes structurés. Nous avons déjà eu 2 sommets. 2 sommets à Brazzaville dans le cadre de notre commission climatique qui a été proposée à l'occasion de la COP 22 par le Royaume du Maroc. Le roi du Maroc nous a proposé, dans le cadre du sommet de la coémergence et de l'action de l'Afrique, en marge de la COP 22 qui s'est tenue à Marrakech, cette COP forte de l'Afrique, où nous avons eu 3 commissions dédiées sur les changements climatiques. Aujourd'hui, la commission climatique du bassin du Congo, la commission climatique de la région du Sahel et la commission climatique des États insulaires. Mon pays, la République du Congo, à la tête de celle du bassin du Congo. Celle à la tête du Sahel, c'est le Niger. Et celle des États insulaires, ce sont les Seychelles. Et nous sommes des institutions régionales de l'Union africaine. Et nous avons des plans d'investissement issus de nos contributions nationales déterminées. Nous avons, pour le bassin du Congo aujourd'hui, une banque multilatérale de développement, qui est la Banque des États d'Afrique centrale, de développement des États d'Afrique centrale. Et toute la procédure de transparence a été faite par appel d'offres. Donc aujourd'hui, nous venons simplement réaffirmer qui nous sommes et nous venons parler de ce qui nous fâche souvent et qui ne devrait pas, puisque nous sommes de bons élèves, vous avez compris, de l'atténuation, mais des fonds d'adaptation. Des fonds d'adaptation, on aura l'occasion d'en parler. Madame le ministre, vous avez évoqué des chiffres importants sur le fait que l'Afrique émet très moins de CO2 par rapport aux autres pays de la planète, 4%. Mais alors, on émet moins, on absorbe beaucoup. Pourquoi continuer de préserver? Non, on n'a pas le choix. Nous sommes nos chefs d'État
sont des chefs d'État responsables, très responsables. Il n'y a pas deux habitats, il n'y a pas deux planètes, il n'y en a qu'une seule. Et nous sommes condamnés à œuvrer ensemble. Ce n'est pas parce que les pays du Nord ont un mode de consommation anthropique qui ont fait que nous arrivons à cette rapidité de réchauffement climatique et de changement climatique comme tel, que nous devons, nous également, nous y inscrire pour aller vers une transition énergétique en continuant à polluer. Non, nos chefs d'État sont tout autant responsables et nous nous inscrivons dans une dynamique globale avec les pays du Nord. Nous nous inscrivons dans une dynamique globale parce que nous sommes condamnés à œuvrer ensemble. Nous disons tout simplement qu'il nous faut une contrepartie par rapport aux services écosystémiques que nous rendons au reste de la planète. Y arriver. Tout par simplement. Rapport à ces services écosystémiques, comment aujourd'hui obtenir cette contrepartie puisqu'il y a l'obligation, par exemple, de passer à la transition énergétique pour les pays également du bassin du Congo? Vous savez, l'une des contradictions de Glasgow, ça avait été de reconduire le carbone, l'exploitation du charbon. Oui. Et d'un autre côté, on nous demandait pratiquement d'aller vers le désengagement très rapide des énergies fossiles qu'on appelle l'or noir, le pétrole. Mais on a dit non, il nous faut aller vers un moratoire qui permette d'un côté aux pays dits industrialisés de maintenir pour X raisons l'exploitation du charbon, mais nous aussi, nous ne sommes pas prêts à aller à une transition énergétique sans ressources. Donc, il nous faut créer des mécanismes, mais qui sont prévus dans cet instrument commun que nous partageons, qui est l'accord de Paris. Que nous dit l'accord de Paris en son article 5? Allez-y, dites-nous. RED+. La RED+, nous envoie vers les crédits souverains. Au détriment des crédits marginaux en quoi sont-ils des différents des volontaires. crédits carbone? Le crédit carbone volontaire. Du marché volontaire. Mais tout simplement, le souverain est régulé. Il oscille entre 50 et 150 $. Alors que le crédit carbone volontaire, c'est du Far West. $30, $20 oui, parfois. sinon 5 et 8. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui lever une économie alternative dans le cadre même du développement durable où il nous faut préserver tout en exploitant et conserver pour les générations futures. Comment voulez-vous concilier tout ça? Nous n'avons pas de ressources. Comment aller à une transition énergétique? C'est même du bon sens. On ne peut pas nous demander à nous de serrer la ceinture pour que le monde riche respire, alors que c'est nous aujourd'hui qui, cela est avéré, sommes le rempart de l'humanité en matière de climat. Mais alors, Madame le ministre, en attendant les crédits carbone souverains, est-ce que le bassin du Congo, ou du moins les pays du bassin du Congo, devraient simplement croiser les bras et puis attendre, ou bien il faudrait quand même aller sur ce marché volontaire? Non, nous ne croisons pas les doigts. Il y a des grands chiffres avec... ce sont des démarches qui se tiennent parallèlement. Puisque pour l'instant, ça se passe au niveau des crédits carbone volontaire. Et nous sommes simplement en train de demander le respect de l'accord de Paris. On a son article 5 avec la RED+, qui porte des vrais crédits souverains, et l'article 6 de mettre en place un mécanisme. On ne peut pas nous dire depuis la signature de cet accord de Paris qu'on prenne autant de temps pour mettre en place ce mécanisme. Pendant ce temps, les pays dits industrialisés, eux, ont accès à un marché souverain. Vous comprenez qu'il y a... Mais qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est l'argumentaire qui n'est pas suffisant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une volonté toujours de ces pays occidentaux qui... Non, c'est ce qu'on appelle la réelle politique, et nous allons rassurer les partenaires du Nord en leur disant nous voulons un partenariat qui soit équitable. Nous voulons arrêter l'injustice climatique. Il nous faut arrêter cela. Nous avons des populations qui souffrent. Nous avons des peuples autochtones qui souffrent. Nous leur disons qu'il faut changer notre mode de consommation. Nous disons ça à nos populations qui avaient l'habitude de vivre de pêche, de chasse durable. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette urgence climatique, même là également, il faut modifier ce mode-là de consommation. Alors que nous sommes les moins impactants négativement. Donc, nous disons, nous avons identifié, on n'aime pas plein de projets qui sont issus de nos CDN sur le plan du bassin du Congo. Nous avons identifié notre banque multilatérale de développement. Nous voulons que les banques multilatérales de développement, commençant par le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la mère des banques, si on peut dire ça comme ça, nous emmènent à faire sauter le risque pour que le secteur privé puisse accéder à des financements. Aujourd'hui, nous avons identifié le problème. Nous voulons également lever des financements pour
financer ce qu'on appelle les ressources humaines pour une meilleure appropriation, pour aller vers une implémentation déjà de la problématique planétaire qui est le changement climatique. C'est quoi la biodiversité? Nous sortons de la COP 15 de la biodiversité. Oui, mais nos populations entendent parler régulièrement de changement climatique, climate change, mais ils ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, j'allais vous poser la question. Et puis nos techniciens, pour monter les projets, ont besoin des populations et donc de l'être humain. Comment préserver sans mettre en difficulté l'être humain? Mais c'est prévu dans ce qu'on appelle le développement durable au travers des 17 objectifs du développement durable. Toutes ces pistes sont identifiées. Maintenant, il faut aller à l'action. Mais c'est ce qu'on vous Et c'est pour ça que nous venons ici. Demande, oui. Comment mettre en action, comment pousser pour que finalement on passe à l'action? Mais c'est ce que nous faisons dans les mécanismes. Puisque l'action, on en parle quand même depuis Paris en 2015. Non, on n'en parle pas réellement en termes d'action. Paris a eu un avantage. Oui. L'accord de Paris nous a donné un squelette de quelque chose que nous ne tenions pas. À Rio, en 92, l'environnement a migré vers le mastodonte qui est le développement durable, qui inclut l'économie, le social et l'environnement. Et ensuite, nous sommes maintenant en train de comprendre c'est quoi le changement climatique. Parce que beaucoup de climato-sceptiques ne le comprenaient pas. Avec les érosions, avec une pluviométrie qui se fait, avec ces populations qui deviennent des nomades aujourd'hui, avec ces guerres par rapport à l'eau qui se fait. Vous avez vu la rarification de l'eau, vous avez vu l'impact sur le Sahel, la désertification. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de nous rendre compte que cela est réel. Donc, il nous faut accélérer les agendas de financement. Et c'est ce que nous ne cessons de dire et de marteler. Et nous disons, nous sommes structurés. Nous, bassins du Congo, nous sommes en train d'aller vers un grand sommet à Brazzaville des 3 bassins, comme l'a rappelé la secrétaire d'État française à l'ouverture tout à l'heure avec mon frère Lee, le ministre de l'Environnement du Gabon, que je remercie pour la très bonne organisation de ces assises, surtout le segment ministériel auquel nous participons. Nous sommes en train d'aller avec les 2 autres bassins, disais-je, le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie, le bassin du Bornéo-Mekong, sous l'égide des Nations Unies et de l'Union africaine, parce que notre commission est une institution sous-régionale de l'Union africaine, la commission climatique du bassin du Congo, et avec le président Sassou et les autres États, pays partie de notre commission climatique, nous sommes en train d'aller vers une des grandes assises qui avait déjà eu lieu à Brazzaville en 2011. Nous sommes, vu l'urgence climatique, en train d'aller vers ce 2e grand sommet des 3 bassins auxquels seront associés les pays du Nord et tous les autres régions qui ont des problèmes, les États insulaires, la région du Sahel, pour porter cette problématique planétaire qui nous concerne tous. Et ce sera votre mot de fin, Madame Arlette Soudan-Nono. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, de la République du Congo, coordinatrice par ailleurs technique de la Commission climat du bassin du Congo. Merci encore pour ces explications et ces éclairages et je vous dis à très vite sur Gabon 24.